Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver ce dimanche pour votre émission L'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Jacques Migan, membre du bureau politique du Bloc républicain, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin. Bonjour. Bonjour Madame Nadège, bonjour Monsieur Kader, et j'en profite pour remercier nos téléspectateurs. Kader Achirou, vous êtes donc installé, comme l'annonçait d'ailleurs le maître, pour en conduire l'entretien avec moi. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diouan. Bâtonnier, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Alors, Maître Jacques Migan, quelle appréciation d'entrée de jeu faites-vous des récentes performances des écuries du Bénin? Écoutez, c'est une joie béninoise. À travers ce que nous avions vécu il y a encore quelques jours, lorsqu'ils ont fait match nul contre l'équipe ghanéenne. J'ai bien dit l'équipe ghanéenne et vous comprendrez pourquoi j'ai parlé d'équipe. On aurait pu gagner. Ce que je voudrais que nos compatriotes comprennent, on ne va pas à la CAN, et du moins cette étape par hasard. Il y a un travail qui a été fait en amont. Je crois que ce qu'il faudrait surtout voir, c'est une question d'équipe. Alors que habituellement, les gens évoluent ou évoluent de manière individuelle. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, mais s'il n'y a pas une équipe, vous ne pouvez pas gagner. Prenez le cas de Messi, par exemple. L'Égypte n'a jamais, sous Messi, gagné les coupes, les différentes coupes. Tout simplement parce que le travail est en équipe, d'une part. Et d'autre part, il faudrait ce qu'on appelle l'investissement. Il faut investir dans le sport, dans les gens. Il faudrait leur permettre de se connaître. On ne vient pas non plus le jour du jeu, comme cela se faisait avant. On appelle Is qui arrive de France, l'autre qui arrive de la Turquie, et ainsi de suite. On les met ensemble. Ce n'est pas une équipe. Une équipe, c'est un travail de fond. Un travail de gens qui connaissent se devinent, je dirais. Lorsque vous êtes au centre, vous savez que la balle vous viendra, et ainsi de suite. Et ce que j'ai aussi noté à travers le premier match que nous avions livré, c'est pour la première fois où il n'y a pas eu de découragement des nôtres, alors que lorsqu'ils étaient menés à un moment donné à 2 puis à 1, ils auraient pu baisser les bras. Non, ils y ont cru. Nous avons réellement une équipe qui peut aller jusqu'au bout, et personnellement, je ne vous le cache pas, si nous sommes à cette étape, nous ferons des merveilles. Regardez ce que Madagascar a fait. Madagascar a battu hier l'équipe du Burundi. C'est pour la première fois qu'ils participent. Nous ce n'est pas notre première participation, mais c'est parce qu'il y a une volonté, non seulement du gouvernement, mais surtout de deux personnes, le ministre en charge du sport et le président de la fédération, M. Dejarcus Mathurin. Et ils sont prêts à accompagner le sport roi aujourd'hui. Et j'ai apprécié ce qui se passe aujourd'hui au Bénin parce que les Béninois ont compris ce que veut dire le football pour nous. Ça nous rassemble tous. Et je voudrais qu'il en soit ainsi, quel que soit ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays. Alors, comment vous avez apprécié donc le peuple pendant ce match-là? Mais vous savez, ce jour, j'ai cru que nous étions en fête. Je me suis permis de circuler ce jour dans Porto Novo, quelle que soit la maison, quelle que soit la buvette, quel que soit le restaurant, c'était plein. Le Béninois était content, ils étaient en fête. Ils y ont cru, ils savent ce que ça représente. Et ils ont compris aussi que les autorités veulent en faire un symbole sur le plan national. Vous savez, je prends un exemple, vous me direz peut-être que ça n'a aucun rapport. On dit la fête du vaudou. Mais je voudrais que le sport soit développé chez nous, puisque j'ai vu ce que nos compatriotes ont vécu ce jour. Donc il faudrait qu'on nous donne la possibilité que, quel que soit le Béninois, femme comme enfant, comme homme, c'est-à-dire il y avait la même joie partout. Cette euphorie, je me suis dit, j'étais fier d'être Béninois. Et quand nous avions mis le premier but, marqué le premier but, je ne sais pas si vous aviez suivi ce qui s'est passé dans Cotonou. On a eu l'impression, c'est-à-dire le cri de joie était presque dans tout Cotonou. Quel que soit là où vous êtes, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, j'ai vu à travers ce que nous avions vécu il y a encore quelques jours,
ce que représente le sport et ce que représente le sport dans le cœur de chaque Béninois. Alors, quelle appréciation vous avez de cette attitude qu'ont adopté les opposants en appelant à une union autour des écuries du Bénin? On dirait des politiciens de tous bords, parce que là, on n'a plus distingué opposants Voilà, ou anciens. c'est ce que je dis, le Bénin. et c'est ce que je recherche pour tout ce que nous construisons aujourd'hui. Si nous pouvons, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait que cette attitude que nous avions eue à travers le football, nous puissions mettre cela au service du développement de notre pays. Entre le développement du sport roi qu'on appelle le football, que l'on soit opposant, que l'on soit mouvancier, qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est le développement dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures, même au niveau de la politique. Il faudrait que nous changions de mentalité, que nous comprenions que si le Bénin se développe, c'est pour nous tous. D'ailleurs, je le dis toujours, quand quelqu'un est élu président de la République, c'est pour tous les Béninois. Ce qui posera comme acte dans le sport, il faudrait qu'il fasse la même chose dans le domaine de la santé, pour qu'on puisse l'apprécier, pour qu'on puisse le soutenir, pour qu'on puisse dire « Ah, je suis fier de mon pays ». Vous imaginez quand la France avait gagné la Coupe du Monde, est-ce que vous vous imaginez ce que ça a été? Les drapeaux étaient à toutes les fenêtres, les Champs-Élysées étaient pleins de monde. C'est-à-dire c'était une euphorie, je ne sais pas comment vous le dire. Je voudrais que mon pays, quelle que soit votre option politique, opposition, mouvance, nous puissions aller à des constructions, à des réalisations, c'est-à-dire à des oppositions pour ceux qui sont dans l'opposition, que tout soit constructif, que tout soit constructif. Il ne faudrait pas être opposant pour être opposant. Alors, on va faire direction Porte-Novo. On parlera donc de l'Assemblée nationale où le président Louis Lavonu a été officiellement installé hier. Vous avez suivi, comme tous les Béninois, cette cérémonie d'installation. Vos impressions? Vous savez, fierté. Fierté parce que quand déjà vous voyez l'homme, et c'est-à-dire vous vous posez des questions, vous vous dites, mais est-ce que les gens savent qui est l'honorable Lavonu, Louis? C'est-à-dire, quand les gens voit son parcours, on peut déjà comprendre que nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il fut, d'une part, responsable syndical. Donc il sait déjà les préoccupations des uns des autres, à un niveau précis des travailleurs, des douanes, certes, mais il sait. Deuxième chose de l'homme, aussi important, un élément très fort, c'est l'homme de terrain. Ce n'est pas l'homme qui, pendant son parcours, reste dans un bureau et dit non, comme nous l'avions connu. Vous constaterez que c'est l'homme qui a toujours été un homme de terrain, qui va vers le peuple, qui va échanger avec son monde, qui discute pour connaître les préoccupations de son peuple. Ce n'est pas le député qui reste dans son bureau et puis donne des instructions, non. Et vous avez observé lors de son discours ce qu'il a dit, on reviendra là-dessus, mais surtout un homme spirituel. Il vous souviendra, son premier discours, ça a commencé par quoi? Le spirituel, la prière. Hier encore, nous avions observé la prière. Et même à la fin, la prière. Un homme fondamentalement spirituel. Or, nous avons besoin du spirituel. Je suis désolé de le dire quand je vois aujourd'hui certains pays qui mettent de côté le spirituel. Le spirituel, il doit être au cœur de notre vie. Que pouvons-nous faire sans Dieu? Il a mis Dieu au cœur de sa vie. Et c'est un destin. Et c'est là où nous disons, Dieu, c'est lui qui l'a choisi. Il a choisi. Et quand vous prenez son discours maintenant, décortiquons le discours. Son premier mot, c'est le dialogue, la confiance. Vous imaginez ce que ça représente, ces mots. C'est des mots forts. Confiance entre nous tous. Et lorsqu'il va parler des élections qui viennent de se terminer, je ne sais pas, la manière il a décortiqué les préoccupations des uns des autres, que ce soit de l'opposition, à partir des électeurs, bien entendu, que ce soit de la mouvance. C'est-à-dire, j'ai compris à travers ce discours que l'homme qui réellement fera en sorte, comme il a d'ailleurs dit, au risque de, s'il faut prendre le temps, au risque de ma vie, je ferai tout pour que les Béninois se parlent, que les Béninois travaillent ensemble. Qu'est-ce que j'entends par Béninois? Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance. Et il a dit des mots très forts en ce qui concerne les électeurs qui étaient partis. Pourquoi il y a eu abstention? Il a décortiqué, il nous a expliqué. Et je crois que
il faudrait que ce discours ne soit pas un discours qu'on mettra dans un tiroir. Il faudrait que chaque Béninois, que chaque homme politique, que chaque parti politique, que nous reprenions ce discours et que nous l'analysions, parce que le président Vlavonou nous a dit des mots très forts qui doivent voir en nous désormais comment nous devons nous comporter. Pourquoi je le dis? Parce que quand on voit le député, on le voit toujours comme un homme qui est là pour voter des textes de loi, pour contrôler l'action du gouvernement. Mais nous oublions un maillon fort du député, un élément fort du député, un pouvoir fort du député qu'on appelle la représentation. Pourquoi il est là? Il est le représentant du peuple. Ce qui suppose quoi? Il va chercher auprès du peuple ses préoccupations. Et il vient à l'Assemblée maintenant pour mettre ça en valeur, pour mettre ça sous forme de projet. Donc le député ne doit plus être un député pour lui. Ce que nous avions connu jusqu'à ce jour, c'est dans son discours. Il demande à ce que les députés maintenant soient des députés de proximité. Puisque ce que nous avions vécu, Madame Nadège, Monsieur Cadet, je vais vous l'expliquer. On a toujours vu des gens qui ont les moyens, qui vont recueillir les voix et se faire élire dans leur circonscription. Et ils disent, je suis le député de ma circonscription, je suis le député de mon ethnie, je suis le député de ma région. Mais non, c'est fini. À travers les deux partis qui sont aux responsabilités, que ce soit le Bloc républicain, que ce soit le Bloc l'Union progressiste, c'est des députés qui ne sont pas des députés d'une région. Ce ne sont pas des députés d'une ethnie. Ce ne sont pas des députés d'une localité. Pourquoi? Que je sais, en ma qualité de membre fondateur du Bloc républicain, nous avons un projet de société. Et le projet de société que nous avons, c'est le même projet qui touche toute l'étendue du territoire. Quand vous êtes républicain de Boukombe, de Tchaourou, de Kétou, de Porte-Novo, de Paou, de Adja et de Lokossa, vous avez le même projet. Nous avons le même projet. Alors qu'hier, non, ce n'était pas ça. On n'a même pas de projet, puisque je vous disais que le projet qu'on avait, c'est le projet de son développement personnel. Alors que là, nous allons vers le peuple. Et à travers ce que nous avions retenu comme projet, que nous allons transformer à travers cette magistrature en programme d'action au niveau de l'Assemblée nationale. Il en sera de même en ce qui concerne l'Union progressiste. Donc c'est fini maintenant la pensée personnelle où on vient sans même projet et on a les moyens financiers et puis on devient député et on va maintenant vers le pouvoir exécutif pour monnayer quelque chose, soit un poste dans une société, soit pour être membre d'un gouvernement, soit pour ceci. Non, c'est fini maintenant. Il faudrait que mes compatriotes sachent que ce qui se fait et ce qui va se faire au niveau de l'Assemblée nationale, le peuple sera réellement représenté et le peuple comprendra à travers ces députés qui sont à l'Assemblée nationale que ces députés vont réellement faire ce que le peuple veut. Hier, combien de députés, combien de textes, de projets de loi émanaient de députés? C'est souvent le gouvernement qui prend l'initiative. Tout simplement parce que nous n'avions pas un parti qui pourrait dire « voilà mon projet », qui traduirait à travers ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il n'est pas étendu sur toute l'étendue du territoire. Prenons un exemple d'un parti qu'on appelle le parti de Mme Prudencio. Elle couvre quel territoire? Prenons le parti qu'on appelle le PRD. Il couvre quel territoire? Prenons le parti qu'on appelle la Renaissance du Bénin. Il couvre, cette Renaissance couvre quel territoire? Ainsi de suite, à la FIA, ainsi de suite. C'est des partis localisés. Mais là maintenant, nous avons des partis du Nord qui composés des gens, des députés et du Nord, des députés du Sud, députés de l'Est, de l'Ouest, mais qui sont dans le même parti. Je vous avoue, j'applaudis le système partisan actuel. J'applaudis le code. Par contre, ce que je souhaiterais, il faut que les députés le fassent très vite. C'est-à-dire, comme l'a dit le président Vlavonou, à travers le dialogue qu'il souhaite, il faudrait que ça commence très vite. Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. L'opposition, vous la trouvez aussi dans la société.
L'opposition, vous la trouvez dans la société. Vous pouvez être de la société et être une opposition sans être à l'Assemblée nationale. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et c'est ce que je disais lorsque on me disait que on demande aux gens de déposer leur dossier de candidature pour aller aux élections législatives en le 21 et le 26. Et dans le même temps, on donne un délai de 6 mois aux gens pour qu'ils se conforment. Je dis oui, vous pouvez créer un parti et ne pas aller à l'Assemblée nationale et puis exercer votre pouvoir d'opposant. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée. Partout, vous pouvez le faire. Il faudrait que cette opposition sache une chose, elle a aussi son rôle à jouer dans et pour le développement de ce pays. Et je voudrais que cette opposition, qu'elle soit constructive. Oui, on a besoin de l'opposition. Et il faudrait que cette opposition, elle soit constructive et qu'elle accompagne. C'est ce que j'ai toujours dit en ce qui concerne nos anciens présidents, que ce soit le président Dieudonné Songlo ou Boni Yayi. Mais c'est des gens qui, à un moment donné, ont gouverné ce pays. Et pour avoir gouverné ce pays, ils peuvent encore partager avec l'actuel président leur expérience, leur savoir. Mais pourquoi pas? Mais c'est des gens qui savent les méandres du pouvoir. Mais malheureusement, nous avons dans nos pays africains, et surtout ici, on a tendance à croire que l'opposition, c'est pour détruire ce que l'autre fait. C'est pour aller contre ce que l'autre fait. Non. Si vous allez en Angleterre aujourd'hui, ce que fait l'opposition, c'est dans la construction de ce pays. L'opposition ne doit pas voir sa position comme une position, je ne sais pas, destructive. Même radicale, vous pouvez l'être, mais qu'elle soit constructive. Mais qu'elle ne soit pas destructive. Non. C'est dans quel intérêt? Mais à y voir de près, le discours de Louis Vlavonon pour vous est plein de sens, il est un réconciliateur et autres, mais est-ce que ce discours aujourd'hui dissipe toutes les inquiétudes qui subsistent autour de la légitimité de cette législature? Vous savez, il a dit, et le fait de parler de dialogue, ça veut dire qu'il considère, il croit en l'opposition, et il veut que tout le monde arrive pour que nous parlions. Ce dialogue, vous imaginez, le dialogue c'est quoi? C'est deux personnes, c'est plusieurs personnes qui se parlent. Mais vous avez utilisé un terme tout à l'heure, le mot radical. Non, il ne faut pas toujours voir dans le développement d'un pays la politique de la chaise vide. La chaise vide, c'est bien ça. Hein? Oui, la politique de la chaise vide. Non, il faut éviter ça. Et j'ai aimé, il veut que tout le monde arrive. Les élections législatives sont derrière nous, M. Kader. C'est fini. C'est les élections qui ont respecté les normes légales de notre pays. Ceux qui n'étaient pas d'accord ont saisi la Constitution, pour certains la Cour suprême. L'USL, à un moment donné, a saisi la Cour suprême. Et ensuite, la Cour constitutionnelle. Moi, elle l'a fait, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Le PRD l'a fait. Donc, tout a été fait conformément aux normes qui gouvernent notre pays. Ce que je voudrais aujourd'hui, tournons la page, et puis maintenant, travaillons ensemble. Je dis bien, le fait de dire l'opposition a aussi sa place dans son discours. Je crois qu'il faut saluer cet homme de paix, cet homme de dialogue, cet homme d'ouverture. Et je crois que la 8e législation que nous avons, je vous le dis, elle tiendra compte également de ce que l'opposition fera, dira. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce que j'entends des uns des autres de l'opposition, ce ne sont pas des propositions de développement. C'est des propositions, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est-à-dire, je ne vois pas encore des propositions responsables de développement. Ouais, voilà, c'est ça, je ne vois pas encore. Il faudrait qu'ils sachent, qu'ils s'asseyent, qu'ils se mettent ensemble. La preuve, ils vont chacun en rang dispersé. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Union progressiste, vous prenez le Bloc républicain, ce que beaucoup oublient, c'est plusieurs partis. Nous étions 254. Mais dans chacun d'eux, vous avez des regroupements de partis qui ont accepté d'oublier le passé dans l'intérêt du passé négatif, dans l'intérêt du développement, du Bénin positif de demain et d'aujourd'hui. Et c'est en cela que je dis, l'opposition, il faudrait aussi qu'elle pense pareil à travers 2 ou 3 regroupements. Mais voyez-les comment ils évoluent. Quand vous prenez et restaurez l'espoir, Kader, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais ils sont cantonnés dans un arrondissement. Quand vous prenez la renaissance du Bénin de Madame et de Monsieur Songlo aujourd'hui, c'est une famille. C'est le père, c'est la mère et les 2 enfants.
bon, certains arrivent à se joindre à eux. Et que ça, accidentellement, je prends le cas de M. Roudoté, c'est accidentel. Quand vous prenez, par exemple, l'USL, c'est une famille et c'est une entreprise. Ce n'est pas une opposition en tant que telle. C'est pour ça que souvent je dis, au lieu de parler de partis en ce qui les concerne, je parle de quoi? D'hommes politiques qui se disent politiques. Il y a quand même le parti FCBE au sein de l'opposition qui a quand même une envergure nationale. Vous voulez que je vous le dise? Oui, une envergure hier. Alliance hier, ils ont créé ce parti en 2017. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais vidé de son contenu. Puisque la plupart des députés qui faisaient la force de Force Goripoint et Bénin émergent d'hier, alors que M. Boniaï était aux responsabilités, ils sont aujourd'hui. Les uns sont à l'Union progressiste, les autres sont dans le bloc républicain. Il en existe quelques-uns. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Il faudrait que nous puissions avoir une opposition digne de ce nom. Et c'est là où je voudrais que l'Assemblée nationale aille rapidement vers le texte qui doit déterminer les conditions d'une opposition, comment ça va se passer dans l'intérêt du pays, puisqu'on en a besoin. Il ne faudrait pas que la pensée soit unique. Monsieur Kadem, Madame Nader. Alors, Maître Jacques, vous avez parlé justement du discours de l'honorable Lavonou, du président de l'Assemblée nationale, qui a parlé du contrôle de l'action gouvernementale. Comment ça peut se faire avec le bloc républicain, les progressistes qui sont du côté du président? Mais vous savez, je prends mon cas déjà dans ma famille. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit que mon épouse dira c'est bien. Non, elle a aussi son mot à dire. Et c'est un dialogue, c'est une discussion. Déjà entre couples, mari et femme, mais on s'assied, on discute et puis on arrive à une solution. Ça veut dire que c'est pareil. Le peuple va leur confier une mission. Mission qui va se traduire par des tests de loi. Mais s'il se confirme que l'application de ces tests de loi par le gouvernement ne se fait pas, cette application ne se fait pas, c'est normal qu'ils tirent sur la sonnette d'alarme. Ils ne sont pas là tout simplement pour croiser les bras ou encore pour applaudir. Non, ils sont là pour dire voilà ce que le peuple nous demande de faire. Et une fois qu'à l'Assemblée nationale, le test a été voté, ça veut dire que son application sera du domaine du gouvernement. Ils ne sont pas là pour appliquer. Mais s'il se confirme que le gouvernement ne va pas dans le sens voulu par le peuple, mais leur préoccupation, leur rôle, c'est encore eux d'attirer sur la sonnette d'alarme à travers le contrôle. Donc ça veut dire que c'est un contrôle qui sera fait dans l'intérêt du peuple. Parce que c'est le peuple qui aurait décidé. C'est le peuple qui aurait dit, voilà ce que nous voulons. Et à travers les députés maintenant, comme je viens de le dire, il va y avoir vote. Ensuite, le vote ira à la Cour constitutionnelle pour sa conformité par rapport à la Constitution. Et ensuite, le gouvernement va promulguer. Mais une fois promulgué, qui va exécuter? Mais c'est le gouvernement qui exécute. Mais dans son exécution, si nous constatons que ce n'est pas ça, ou encore, si le gouvernement, l'Assemblée constate, lisez les textes qui gouvernent le bloc républicain, nos statuts, vous le constaterez. Nous sommes là aussi pour renforcer ce que le gouvernement pourrait faire. Le gouvernement peut dire, par exemple, au niveau, je prends le cas de la formation, voilà, la formation des étudiants, des élèves, ainsi de suite, se fera comme ceci. Mais nous sommes là, à travers les députés, puisque je considère que nous sommes les représentants du peuple, pour dire, on peut aussi faire autrement. On peut aussi apporter des propositions. On peut aussi, dans le cadre de ce contrôle, inviter le gouvernement à s'expliquer. Et si le gouvernement s'explique et qu'on constate, les députés constatent que ce n'est pas ça, leur rôle c'est de dire, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez aussi comprendre que le peuple, à travers ce que vous voulez faire, ce n'est pas bon. Je vous donne un exemple très simple. Et à un moment donné, lorsque le gouvernement voulait casser les bonnes dames qui vendaient sur les trottoirs, il a été interpellé lors de la 7e législature. L'Assemblée a voulu en savoir. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Ne pouvait-on pas faire autrement? Mais le gouvernement s'est expliqué. Et l'Assemblée a compris, les députés ont compris que c'est dans l'intérêt de l'asphaltage. Ce n'est pas enlever pour enlever. Encore que installer un commerce sur un trottoir, c'est source d'accident. Parce que celui qui est sur le trottoir, je l'ai vécu, devant le marquis qu'on appelle le port, en face de la loterie nationale. Les camions qui passaient par là, il y avait quelqu'un, parce que les bonnes dames étaient sur le trottoir, est descendu, a été ramassé par un camion porteur de ciment. Bref, c'est pour vous dire quoi? Il faut que
l'interpellation des députés, il faut que leur interpellation aille toujours dans le sens du développement, dans le sens de ce que veut le peuple. Donc, c'est cela que j'appelle le contrôle qui doit se faire dignement, avec beaucoup de responsabilité. Alors, ma question à votre endroit, c'est de chercher à comprendre aujourd'hui, dans ce contexte-là, où d'aucuns estiment que l'Assemblée nationale aujourd'hui est composée de partisans et sympathisants du chef de l'État. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez que ces députés pourront jouer pleinement leur rôle? Et est-ce que le fait que d'aucuns soupçonnent une complicité dangereuse entre le Parlement et l'exécutif ne serait pas véritablement quelque chose, une réalité? Vous savez, c'est là où je dis que la 8e législature va étonner. Parce que vous avez des gens qui sont expérimentés, qui savent, et qui vont jouer un rôle de renforcement de l'action du gouvernement, qui vont accompagner certes le gouvernement, mais pas l'accompagner en croisant les bras. Et vous l'avez déjà constaté dans le discours du président. Alors que sa première préoccupation, c'est de dire tout le monde doit contribuer au développement. Tout le monde doit contribuer au développement. Ça veut dire quoi? Même s'il se confirme que l'opposition estime que le gouvernement ne va pas dans tel sens, mais ils vont aussi servir de courroie à l'Assemblée pour interpeller le gouvernement. Ce n'est pas seulement s'ils constatent que ce que l'Assemblée et l'opposition propose, s'ils constatent que c'est constructif, mais ils prendront et ils feront avec. Et c'est ce que j'ai souvent dit à ceux qui sont dans les conseils, aux conseillers communaux ou municipaux. Je dis, mais vous pouvez être minoritaire et faire des propositions qui peuvent être prises en compte par la majorité. Et c'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent. Quel est le rôle aujourd'hui du président Patrice Talon? C'est le développement. Mais le développement, s'il y a des gens qui ont des propositions intéressantes, positives, de développement qui peuvent encore permettre à ce pays de se faire, à travers son action, je vais parler des députés envers l'exécutif, mais l'Assemblée le ferait. Les députés le feront. Les députés, à travers le dialogue que veut prôner cette Assemblée aujourd'hui, c'est aussi écouter. Voilà, c'est le mot d'ailleurs. Écouter. Ils vont écouter tous les Béninois, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de l'opposition, et ensuite maintenant, en tenir compte lors de leur action de contrôle. Donc, ce n'est pas une question de complaisance, ce n'est pas une question de dire « Ah, nous soutenons, donc nous n'allons pas gêner l'exécutif ». Si tel est le cas, qui est perdant? 1. L'exécutif. 2. Le peuple. Et c'est en ce moment qu'on dit quel rôle joue le député. Le député n'est pas là parce qu'il a voulu. Il est là parce que le peuple l'a voulu. Donc, il faudrait qu'il agisse, il faut qu'il fasse par rapport à ce que le peuple recherche. Et je vous dis, ce que le peuple recherche aujourd'hui, c'est une interpellation responsable. Mais quand vous prenez l'article 71 de notre Constitution, mais tout est là. Malheureusement, je n'ai pas le code sur moi de la Constitution pour le dire, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République ou les membres de ce gouvernement, ils peuvent être interpellés. Ils peuvent être interpellés par les députés sur tel point. Et l'interpellation, ce n'est pas seulement ce que leur électeur aurait dit, c'est aussi ce que les électeurs de l'opposition voudraient. C'est ce que le peuple voudrait. Le président de l'Assemblée l'a dit dans son discours. Il dit, mais certains ont voté blanc. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur électeur. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé ceci, parce qu'ils n'ont pas retrouvé cela. Et que tout cela sera pris en compte. Donc c'est pour vous dire que c'est une assemblée aujourd'hui composée de députés qui vont pleinement jouer leur partition. Je dis bien partition. Et cette partition va accompagner le développement du pays à travers les actions du gouvernement. Le gouvernement joue sa partition. C'est l'exécutif. Il gouverne. Mais il faudra aussi que les textes soient votés. Ce n'est pas le gouvernement qui vote les textes de loi. Non. C'est vrai que ça pourrait se faire par le biais des ordonnances, mais c'est du domaine du législateur, des députés. Donc, pour que cela soit, il faudrait que les choses soient claires, les choses soient déterminées, et ils vont jouer leur rôle. Surtout que vous avez, au sein de cette assemblée, je le dis encore, c'est vrai, il y a des nouveaux, et ces nouveaux dont je parle, c'est des gens qui, sur le terrain, ont eu à jouer des rôles très importants, puisqu'ils étaient, pour certains, maires. Donc, ils savent ce qui se passe à la base. Ensuite, ils sont au nombre de 45. Ensuite, vous avez les autres.
Mais c'était rompu, les anciens. Ils savent ce que c'est que l'action du député. Ils savent ce qu'on appelle être responsable. Mais ce que nous leur disons aujourd'hui, ce n'est plus le député d'une région, d'une ethnie, d'une localité. C'est le député de la nation, c'est le député d'un parti, c'est le député de tout le monde aujourd'hui. Maître Jacques Mingan, nous allons parler de la société. On va parler maintenant de la politique, de comment ça se passe dans notre pays, de la gestion de la crise par le président Talon. Vous avez suivi la sortie de Candide Azanaï hier. Vous avez également suivi les récents événements, les récents incidents qu'on a eu du côté de Tchaourou. Vous avez également suivi comment on a pu libérer l'espace au niveau du domicile de l'ancien président Boni Yayi. Vous pensez quoi de tout cela? Mais vous savez, nous sommes un pays vraiment de paix. Un pays de paix. Il s'est produit quelque chose que nous avions tous vu le 28 avril dernier, où des maisons privées, des maisons publiques ont été incendiées. Il y a eu du vandalisme un peu partout, hélas. Et puis ça a repris le 1er, ça a repris le 2, et ça a encore repris le 12 et le 13, ou je ne sais plus, à Tchaourou. Mais à tout cela, je dis ceci. Vraiment, je suis très peiné, très triste pour nos sœurs, nos frères qui ont perdu la vie au cours de ces événements malheureux. Et je dis, par cette occasion, je l'ai toujours dit et je le redis encore, que je leur dis toute ma compassion. Deuxième chose, il faudrait que nous mettions fin à cela. Il faudrait que nous mettions fin à cela parce que rien ne s'obtient par la violence. Nous sommes dans un état de droit, madame. Et dans un état de droit, quand vous n'êtes pas d'avis, d'accord, sur un point précis, mais saisissez l'institution à même de régler le problème. Il y a même l'ancien président qui nous l'a enseigné, c'est le président Boni Yayi. Il dit, ce que vous n'avez pas obtenu par les urnes, ce n'est pas par la rue, encore moins par la violence que vous l'obtiendrez. Vous savez, souvent, il y a ce que nous disons quand nous sommes aux responsabilités et ce que nous faisons lorsque nous ne sommes plus. Donc vous comprenez ce que je dis par là, tout simplement parce que il avait dit, alors qu'il était aux responsabilités, vous comprenez, il avait dit, il ne faut pas aller à violence. Mais il a été condamné en son temps par la Cour constitutionnelle en 2012, lorsqu'il a dit qu'il irait chercher les siens du Bénin profond pour combattre les autres. Mais est-ce que ça s'est passé? Il est passé à l'acte. Vous l'avez vu comme moi. Alors qu'il était en jogging à Dantokpa, madame, qu'est-ce qu'il voulait faire? Aller à insurrection, amener nos bonnes femmes du marché d'Antokpa à se soulever. Il y était avec madame Soglo, il y était avec monsieur Soglo, mais les dames ont compris que l'enjeu n'est pas à ce niveau, c'est la paix pour leur quiétude, pour vendre. Bref, qu'est-ce que je dis par là? Il ne faut pas aller à violence, et c'est cette violence suscitée le 1er, le 2, c'est ça qui a amené nos forces de l'ordre à maintenir l'ordre, à maintenir la sécurité à travers ce qui s'est passé à Kageoun, pour que les gens ne continuent plus à brûler, à faire ceci. On a installé un dispositif de sécurité dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt de Boni Yayi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Résidence surveillée. De quoi on parle? Mais les choses sont parties de là. On a vu à Kageoun, vous passez encore sur la voie, sur le goudron, vous verrez encore des traces de ce qui a été fait. Et à côté, tous les véhicules, la station qui a été brûlée, c'est où? C'est à côté de chez lui. On l'a vu à son balcon. Mais ce qu'il faudrait saluer aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé à Savé et à Tchaourou, c'est les notables de Tchaourou, de Savé, les cadres de Tchaourou et de Savé qui ont compris, qui ont demandé cette audience, qui sont venus voir le président Patrice Talon, qu'il faudrait aussi saluer, pour qu'on revienne à la paix. Et pour dire quoi? Alors que dans le même temps, où ceux-là qui ont allumé le feu, ces pyromanes qui ont allumé le feu, qui ont utilisé la force, sont partis chercher, parler, il faut que la CEDEAO vienne. Il faut que l'UA s'intéresse. Il faut que l'ONU s'occupe de ce problème. C'est eux qui ont allumé le feu. Hein. Et en même temps, ils disent qu'il faut aller chercher quelqu'un pour venir éteindre le feu. Mais le feu a été éteint. Parce que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour éteindre le feu. Le feu a été allumé par ceux que je viens de citer. Hein? Ils ont allumé le feu. C'est un président, pour ne pas le citer, Soglo, le président Soglo est même parti dire il faudrait que les gens ne viennent plus investir dans ce pays. Vous imaginez, un pays qui est le nôtre. Mais
cette paix aujourd'hui, voulue par les sages, les notables de Tchaourou, est-ce que cette paix aujourd'hui est là? Le problème a été réglé par qui? Et par le président Patrice Talon, et par ces notables, dans l'intérêt du peuple de Tchaourou, dans l'intérêt du peuple de Savè. Et c'est en cela que je dis, on a tout le problème qui se pose au Bénin, on n'a pas besoin de sortir pour le régler. On a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, la quiétude existe, la paix existe. Donc il faudrait que nos compatriotes sachent une chose, on a tout pour régler nos problèmes. On n'a pas besoin de... Écoutez, j'ai vu Madame Autain, une députée française. J'ai vu Monsieur Lemoine, ou bien, je dis comment il s'appelle, Monsieur Villiers, je ne sais pas, un député français, parler du Bénin, qui ne comprennent même pas, qui ne savent même pas. Alors qu'ils nous mettent, au lieu d'interpeller les gilets jaunes en France, qui cassent tout, qui brûlent tout, ça ne les préoccupe pas. C'est mon pays qui les préoccupe. Vous imaginez? Parce qu'ils nous aiment bien. Mais parce qu'ils pensent peut-être que mon pays est une province française. Ils ont peut-être pensé que nous sommes... Non, il faut un respect. Il faut qu'ils nous respectent. Quel est le député béninois? Vous avez vu un député béninois interpeller le gouvernement français? Alors que le problème des gilets jaunes continue. Quel est le député béninois qui a dit « Ah, il faudrait que la France fasse ceci par rapport aux gilets jaunes ». Mais il faudrait qu'ils comprennent une chose. C'est méprisant. C'est méprisant. Nous ne sommes pas une colonie. Mais ils ont bien le droit de s'inquiéter pour nous après. Ce que j'apprécie, que les gens s'inquiètent qui s'inquiètent des préoccupations des Béninois, qui commencent par nos migrants, qui la refoulent, qui commencent par ce qui se passe au niveau des Béninois, des Africains qui sont là-bas. Déjà, vous voyez comment ils les maltraitent. Ils sont les premiers à nous maltraiter et les premiers à dire « Je veux que vous fassiez ceci, je veux que votre démocratie soit cela ». De quoi ils parlent? Notre démocratie a combien d'années? Leur démocratie a combien d'années? Eux, ils ont 2 siècles derrière eux. Nous sommes en train de construire notre démocratie qui n'a même pas encore 30 ans d'âge ou peut-être... Et non, il faudrait qu'ils essaient de nous prendre pour des enfants. C'est fini cette époque. Et le président qui est là, ce n'est pas par rapport à notre démocratie. C'est parce qu'ils ont constaté que le Bénin est en train de connaître son essor, est en train de se développer, en tenant compte de tous les partenaires, sans un partenaire privé. C'est-à-dire, nous ne privilégions plus la France comme partenaire. Si vous êtes chinois, vous pouvez nous apporter. Si vous êtes russe, vous pouvez nous apporter. Si vous êtes indien, je n'en sais rien, même africain, nous sommes preneurs. Mais qu'on ne vienne pas aujourd'hui dire, comme cela se passe au Sénégal, comme cela se passe en Côte d'Ivoire, tout ça doit nous revenir. Tous les marchés doivent nous revenir. C'est fini. C'est fini. Nous avons affaire à un président de République qu'on appelle Patrice Talon, qui veut le développement, mais le développement avec l'homme qu'il faut. Mais pas un développement où on t'imposera celui qui le ferait. Non. Nous on a un timing. On a un travail à faire. Il y a un travail à faire, justement, parlant de cette crise. Que dites-vous du rôle qu'a été celui de Obasanjo, de Kufuor et du président Mohamed Buhari? La sous-région. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit Obasanjo. Il le fait aussi avec Buhari. Quel est le moment où il n'a pas critiqué Buhari? C'est un habitué des faits. Il passe son temps, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Mon pays n'est pas gouverné par Obasanjo. Obasanjo a ses intérêts. Ça ne regarde que Obasanjo, ça ne regarde que Okufuor. Je viens de vous dire que le Bénin est un pays souverain. Il le fait. Vous n'avez pas suivi tout ce qu'il a dit sur Buhari avant que celui-ci, son mandat ne soit renouvelé. Il est dans son rôle. Et étant dans son rôle, c'est normal qu'il s'exprime ainsi. Mais le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Nous avons nos préoccupations. Et le président Patrice Talon, il faut beaucoup pour le dévier de ce développement. Absolument. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Maître Jacques Minguin, vous avez un mot de fin? Non, ce que je voudrais dire, et c'est déjà faire comprendre à mes compatriotes que c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Le signal a été donné par ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités pour être beaucoup plus précis par le président Patrice Talon. Je crois que c'est, comme l'a dit une dame, pour ne pas la nommer, mon épouse, au cours d'une interview qu'elle a accordée au journal L'événement précis.
c'est le meilleur président qu'on ait connu depuis 1960. Il y a une volonté de faire, il y a une volonté de développement. Vous imaginez, mon pays, avant son arrivée, quel que soit le domaine, tout allait à volo. Le délabrement au niveau de la santé, le délabrement au niveau de l'éducation, la misère de mes compatriotes. Mais aujourd'hui, sa préoccupation, c'est la réduction de la pauvreté. C'est l'amélioration des conditions de vie des uns des autres. Et tout cela se passe parce que nous vivons au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie électrique, au niveau de l'eau, au niveau de la culture, au niveau, sur le plan même économique. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Notre pays aujourd'hui est classé sur le plan économique, apprécié par l'UEMOA, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire. Et puis notre ministre des Finances, pour ne pas le nommer, M. Wadaï, vient d'être nommé le meilleur ministre de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique. Donc, quel que soit le domaine, et si vous allez au niveau de l'agriculture aujourd'hui, nous sommes le premier producteur de coton de la sous-région. Et les gens savent ce que ça représente. Sur le plan des produits vivriers, il en est de même. Nous sommes le deuxième pays aujourd'hui au niveau de la sous-région. Et après la Côte d'Ivoire, je peux citer d'autres exemples dans lesquels, en moins de 3 ans, mon pays a réellement décollé. Avant 2021, je dis bien avant 2021, la priorité des priorités que nous appelons sur le plan social l'eau, elle serait une réalité. L'eau potable sera donnée à tous les Béninois. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, mon pays a réalisé en termes d'éducation d'eau villageoise ce que nous avions fait en 59 ans. En 59 ans, nous avions fait 666 constructions d'éducation d'eau villageoise et le gouvernement a fait le tiers en 2 ans. Donc c'est pour vous dire que nous évoluons dans ce qu'on appelle un développement pour ce pays, un développement pour le Béninois, un développement pour le pays. Quant aux infrastructures, Madame Nadège, Monsieur Cardet, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est du pipeau, ce projet d'alphatage. Aujourd'hui, avant de venir ici, il a fallu que je fasse des détours parce que Cotonou, comme les autres grandes villes, sont en chantier. Les infrastructures, les grandes routes, au niveau de la santé. Vous avez vu l'ordre qui a été mis au niveau du secteur pharmaceutique, avec les produits pharmaceutiques, où mes compatriotes avalaient du poison. Aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, il y a une clarification au niveau du personnel. Les plateaux techniques sont renforcés dans l'intérêt du patient. Au niveau de l'enseignement, vous avez vu comment les choses se passent. Commençons par le primaire. Le primaire, c'est-à-dire les enfants, hier ne pouvaient pas manger. Et comment voudriez-vous, lorsque vous n'avez pas mangé, pouvoir suivre les cours? Ventre affamé n'a point d'oreille. Les cantines, qui aujourd'hui permettent aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'avoir un repas à midi. Et le Pays-Bas vient de nous aider à travers 6 milliards qu'ils ont déposés sur la table. Et l'enseignement maintenant, elle est alternée. Aujourd'hui, quand vous sortez de l'université, il faudrait que vous puissiez avoir votre emploi. Donc, ce n'est plus comme le système qu'on avait, vous vous formez et vous cherchez après ou vous devenez des chômeurs. Donc, il faudrait que ce soit une formation adaptée, c'est-à-dire alternée. Formation théorique, formation pratique, ce qui doit permettre à chacun de nous d'accéder à l'emploi. Bref, c'est pour vous dire que le Bénin, ça marche. Et je m'en réjouis. Merci beaucoup. Merci à vous, Maître Jacques Mingan. Vous êtes du bureau politique du Bloc républicain. Vous êtes ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin. Nous avons passé en revue l'actualité avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être passé sur notre plateau. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Portez-vous bien, agréable dimanche à vous, en compagnie évidemment de nos programmes. Au revoir.